Eh bien bonjour pour ce premier nouveau Facebook Live de la rentrée, puisque les vacances, j'espère qu'elles se sont bien passées. Pour nous, ça a été bien, on a eu pas mal de bons romans, de daubes aussi. Bon, on va pas vous faire Angot, Filippetti, on va pas vous refaire tout ça, c'est pas... voilà, on l'a déjà fait ailleurs, donc si vous voulez nous voir, vous regardez les pages Facebook, vous verrez... voilà, c'était assez dur à ce niveau-là. Et puis, il y a des choses qui valaient la peine d'être lues, qui nous ont donné beaucoup de joie, dont en particulier un bouquin qui s'appelle Miss Jane de Brad Watson chez Grasset. Alors là, ça m'énerve un peu parce que j'en parle un peu partout et vous semblez pas, je sais pas, je sens pas le feeling et tout, alors que c'est vraiment une pure merveille. Alors on va me reprocher encore que je dis une pure merveille, mais je vais pas vous dire non plus que c'est une daube si c'est... Voilà, on est aux États-Unis, alors je me trompe toujours, je pense que c'est dans le Missouri, dans les années 15, une ferme, un petit village, un couple a une petite fille. Alors le couple, lui, il est un peu alcoolo, voilà, ils ont un peu de difficulté au niveau du relationnel. Ils ont cette petite fille, et puis cette petite fille, elle a un gros problème, un handicap. Alors, ce handicap, je ne peux pas vous en parler parce que c'est important que vous le découvriez, parce que c'est un handicap qu'on ne voit pas, mais qui est beaucoup plus dans l'absolu catastrophique que quelqu'un qui est amputé d'une jambe, parce qu'une jambe amputée, on peut lui mettre une prothèse, on peut marcher, et là, c'est complètement autre chose. Donc cette petite fille, tout va bien, tant qu'elle va pas à l'école, elle est dans la nature, dans la ferme, et puis elle va aller à l'école, et vous connaissez la dureté des élèves, des enfants entre eux. Et puis il faut dire aussi que ce handicap est très handicapant, même par rapport aux autres. Ça leur pose de gros problèmes. Elle abandonne l'école. Et puis, elle apprend aussi qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant, de relation sexuelle avec un homme. Mais c'est une ado aussi, hein, elle voit des garçons. Et voilà, alors là, je vous la fais. Alors vous vous dites, voilà, c'est gore, je vais me tirer une balle à la fin du truc. Et c'est pas du tout ça, du tout. C'est une magnifique leçon de courage. C'est-à-dire que cette petite fille, puis cette jeune femme, c'est de la résilience, je crois qu'on appelle ça comme ça. Elle va utiliser son malheur pour en faire... Elle va bouffer chaque minute, chaque moment de bonheur. Elle va utiliser sa vie... elle va se dire qu'elle a une chance extraordinaire déjà de vivre. Elle va avoir des relations avec les autres d'une générosité. C'est extraordinaire. Alors, il n'y a pas que ça. Alors, une fois que vous ressortez de ce livre, vous êtes complètement punché parce que, en plus, vous ne peignez pas. Hein, donc, faut dire que nous, on se plaint pour un tout petit truc. Et là, quand vous voyez... Mais c'est aussi les États-Unis et l'histoire des États-Unis dans les années 20, par exemple. Il y a du Steinbeck dedans. C'est-à-dire que vous avez la crise de 29. Vous allez voir les répercussions, la lutte pendant cette crise. C'est tout, en plus d'être une histoire d'amitié, d'amour, de générosité. Il y a aussi une histoire un peu sociale. En plus, c'est une raconteuse d'histoire incroyable. Hein. Si vous avez aimé Le Gang des rêves, ce genre de choses, vous allez adorer, complètement adorer. Ça s'appelle ça s'appelle Miss Jane de Brad Watson. C'est chez Grasset. Alors, je sais pas, en ce moment, j'aime bien le jaune. Et je trouve, alors cette couverture, j'adore. Quand vous les mettez l'une à côté de l'autre, c'est super. Et puis, alors, il y a cette petite merveille que j'ai adorée. C'est Stéphane Brige. Ça s'appelle Taxi Curaçao. C'est chez Héloïse d'Ormesson. Allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Ce type, j'adore, c'est un des plus grands écrivains belges contemporains. Il avait écrit un roman absolument fabuleux qui était sur le courrier des tranchées, qui était l'histoire de ces jeunes qui en 14 ont refusé d'aller à la guerre, qui étaient pacifistes. Et vous allez voir quand même la tragédie de ces gens, c'est-à-dire que quand on était pacifiste, on n'était pas des bons patriotes, on était poursuivis par tout le monde, en particulier par les femmes. On aurait pu croire que les mères et tout ça étaient beaucoup plus chaleureuses avec leurs enfants. Et là, on voit comment ça peut être très cruel, une femme. Et puis bon, alors je vous raconte, mais si vous voyez, c'est en folio, c'est pas cher, ça s'appelle Le Courrier des tranchées, c'était un des grands bouquins de l'année dernière. Et là, alors ce que j'aime, c'est que souvent l'écrivain répète la même histoire un peu différemment, et puis on n'a pas trop de surprises. Et là, il vous prend, voilà, c'est autre chose. Vous êtes à Curaçao. Alors Curaçao, je crois que c'est une île des Antilles. On est dans les années 60. Ces Antilles, enfin ce pays, est sous colonisation hollandaise. On parle très peu de la colonisation hollandaise, mais qui est une colonisation très très dure. Hein, ils étaient très arrogants, très prétentieux, très conscients d'être au-dessus de cette population qui est noire. Puis vous avez un petit garçon, ça commence comme ça. Vous avez le petit garçon qui arrive à l'école, il a une dizaine d'années. Mais alors, dans une voiture absolument fabuleuse, rutilante, vous voyez, comme la voiture de, je sais pas ce que c'est, une Cadillac, et alors tous les autres gamins le regardent. C'est déjà très mauvais, hein, quand vous arrivez à l'école dans une super voiture, que vous êtes noir et que les autres ne le sont pas forcément, ça...
Or, l'explication elle est très simple, hein, c'est que son père est chauffeur de taxi et que vous verrez même que pour lui, son taxi, sa voiture utilante, c'est presque plus important que son fils, hein, c'est-à-dire, et puis que pour lui, la logique de la vie veut que son fils devienne aussi chauffeur de taxi. Le problème, c'est que ce petit garçon était hyper brillant. Il est pris en main par un maître noir voilà, qui lui dit bah, tu vas pouvoir être autre chose que chauffeur de taxi. Et son rêve, c'est de devenir prof, instituteur. Mais ça, vous allez voir, alors c'est l'indépendance, hein, vous avez la tentative de ce pays pour être indépendant qui ne va pas forcément réussir. Et puis vous allez voir comment... alors c'est terrible, hein, parce qu'on dit, il y a une espèce de crétin qui a dit que la pauvreté est plus acceptable sous le soleil. Quand vous allez lire ça, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout plus acceptable sous le soleil. Alors il y a la pauvreté, la maladie, vous allez voir ce père qui est obnubilé par lui-même et les femmes, mais pas sa femme plus les autres. Son fils, il en vaut... Voilà, et vous allez voir comment la vie de ce petit garçon, qui est de ce gamin puis de cet homme, qui aurait pu être quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il aurait pu devenir instituteur, il va reproduire socialement, ça va se reproduire, et puis alors vous allez avoir une fin, ça va vous rester là à la fin, c'est terrible. Vous restez, moi je suis resté absolument abasourdi par la fin, je m'en souviendrai toute ma vie de cette fin, et de ce garçon, de ce père après. Ça s'appelle, allez-y parce que c'est chez Lise Ormesson, c'est vraiment d'une intensité incroyable, c'est tout petit, mais alors c'est... Voilà, ça s'appelle Taxi Curaçao, c'est de Stéphane Brige chez Héloïse Ormesson. Pour moi, c'est un des événements de cette rentrée. Hein. C'est un des incontournables avec Miss Gênes de cette rentrée. On reste dans un autre pays. C'est Ala El Aswani. J'ai pas fait égyptien. J'ai couru vers le Nil chez Actes Sud. Alors lui, il avait écrit, je me souviens jamais, mais un livre qui était vraiment hyper célèbre. Voilà, c'est l'immeuble Yacoubian. Vous savez, ça se passe. Alors là, vous êtes au Caire pendant la révolution, voilà, cette révolution qui allait tout changer dans les pays arabes, et vous avez une famille. Enfin, non, c'est comme un microcosme, c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnages qui vont faire découvrir les différentes facettes de cette révolution. Alors vous avez un personnage extraordinaire qui est le responsable des services secrets égyptiens, qui absolument abominable, c'est-à-dire que il est très musulman, pur et tout. Vous allez voir comment il a des problèmes sexuels parce qu'il a beaucoup envie de femmes, mais il veut pas tromper sa femme, donc il va faire l'amour avec sa femme. Vous allez voir comment on arrive à être droit, pas dans le péché, tout en satisfaisant. C'est absolument extraordinaire. Vous allez avoir alors sa fille qui va tomber amoureuse de... Il fallait pas qu'elle tombe amoureuse de cet homme, vous allez voir. C'est tout, voilà, c'est un imbroglio, c'est tout une espèce de... Ça c'est comme un roman d'aventure, hein, c'est terrible, il y a des scènes absolument incroyables, vous allez voir comment ça va déboucher sur pas forcément ce que les révolutionnaires pensaient que ça allait donner. C'est un superbe livre, on n'en parle pas beaucoup, et je trouve que c'est une des belles réussites, ça s'appelle J'ai couru vers le Nil, chez Actes Sud, franchement c'est faramineux. On peut demander à... On a un petit jeune là qui va prendre la relève. Là, il va nous parler. C'est le fameux Tom Select, comme on l'appelle. Là, il a coupé sa moustache et il s'est fait une barbe. Bonjour. Voilà. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que... Déjà 2 BD historiques à présenter. Shinali, aux éditions Casterman, au dessin Jean-François Charles, donc un gage de qualité. Shinali, ça nous raconte l'histoire en fait de cette Chine des années 1920. Cette Chine qui n'est pas encore communiste, avec Chiang Kai-shek qui commence à monter en puissance. Et en fait, on va suivre l'histoire de Li, jeune fille recueillie par un chef des triades, et qui est assez particulier parce que, intéressant ce personnage, il a été castré très tôt, ce qui est embêtant quand même. Et malgré ça, il va être vu comme l'un des personnages les plus sombres des triades. On va pas arrêter de le suivre, au moindre ordre, il va être respecté dans toute la Chine, et même Chiang Kai-shek va s'intéresser à lui. Moi j'ai trouvé ça intéressant pour vraiment nous parler de cette Chine des... Ça se passe à Shanghai ? Ça se passe à Shanghai. Je crois que je connais je crois qu'il a existé, il est tellement célèbre, et il y a même encore son hôtel particulier qui est à Shanghai. Sûrement, un hôtel incroyable. Oui, mais voilà, ouais. C'est une histoire, c'est un type assez fascinant. Et voilà, très intéressant, série en 3 tomes. Il y a des questions ? Non ? Ah, tu veux qu'on le montre mieux ? Voilà. Ah, c'est un petit jeune, hein, c'est pas encore. Juste, je vais l'arrêter là parce que j'avais un truc, un petit livre que je voulais présenter, ça tombe très bien. Ça s'appelle Perles de Chine de Han Ki-min. C'est chez J'ai lu. C'est une histoire. Alors, c'est la Chine à la fin du XXe siècle. Et vous avez deux petites filles, enfin 2 jeunes filles. Il y en a une qui est une chinoise authentique, enfin de pure souche, avec les 2 parents chinois, qui est très pauvre.
et une autre qui est fille d'un pasteur américain et d'une chinoise. Qui est cette petite fille? Elle s'appelle Pearl Buck. Et vous allez voir comment la guerre venant et tout ça, le destin de ces deux petites filles, c'est le destin de la Chine, de deux manières de vivre la Chine. Et vous allez voir comment Pearl Buck, elle va être forcée de revenir aux États-Unis, et que l'autre petite fille, elle va aller dans la Chine, elle va être forcée de rester dans son pays avec la Chine communiste et tout. Et vous allez voir ces deux destins absolument incroyables, et surtout le destin de Pearl Buck, qui est quand même, on s'est beaucoup moqué de Pearl Buck pendant longtemps, dans les années 70, en disant c'est une sous. Bon, faut dire qu'elle a été plutôt très maoïste, enfin très genre pour avoir du, voilà. Et en fin de compte, c'est une des plus grandes écrivains chinoises des années du XXe siècle. Et là, ça va vous faire découvrir son histoire. C'est vraiment un très très joli. C'est pas cher, hein, 7,70. Allez-y, vous allez, ça se lit comme un roman. Alors là, on va. Allez. Que vous connaissez évidemment. Bah oui. Darnan, tome 2, mon grand coup de cœur de l'année dernière. Super. Darnan, c'est super, ça nous raconte voilà l'histoire d'un personnage vraiment méconnu de l'histoire de France. Moi personnellement, avant d'avoir lu cette BD, je ne connaissais pas ce personnage. Et bah ça m'a appris quelque chose. C'est vrai. Bah ouais, vraiment, c'est ce que j'aime bien dire en général, c'est que bah, je dors moins bête après la lecture de cette BD. Et bah là, deuxième tome, Darnan beaucoup plus sous l'occupation, un Darnan encore plus sombre que dans le premier tome. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est qu'il reste attachant. Malgré que ce soit un salaud total, la force de Perna, je trouve, dans cette BD, c'est vraiment d'avoir fait que ce personnage soit attachant et qu'on ait envie de le suivre. Et il y a un petit côté, comme j'aime dire, pour les accros de série, Breaking Bad, je sais pas si vous voyez ce personnage Heisenberg qu'on déteste tout au long de la série, mais qu'on est obligé de suivre et d'accrocher. Bah, je trouve qu'on retrouve ça dans cette BD, et franchement très bien. Il faut pas oublier que Darnan, c'est un personnage d'autant plus fascinant que ça a été un des héros de la guerre de 14, et que Clémenceau déclarait qu'il a été en partie responsable, grâce à son courage, de la victoire en 14 dans la guerre des tranchées. Et c'est comment c'est assez incroyable, c'est comment on peut être un salaud, enfin en étant comme un héros, mais en plus c'est un salaud qui y croit, c'est ça qui est terrible, et ça va déboucher sur des horreurs, mais c'est vrai qu'il reste humain, et en plus le dessin est classique, on n'est pas dans le truc, super voilà, beau. Super, voilà, ça s'appelle Darnan, c'est en 2 tomes, hein. Ça s'appelle le En 3 tomes. En 3 tomes, oui, là il y en a que 2. Voilà, pour l'instant. Il me contredit, non, c'est hallucinant. Les éditions Ruth. Voilà, ok. Donc, juste pour continuer, on l'a pas fait exprès, hein, franchement. Moi, alors, c'est un des meilleurs bouquins de la rentrée, mais il est paru bien avant la rentrée, hein, genre mai. Ça s'appelle Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer. C'est audition de l'Observatoire, et ça, c'est complètement. Alors, pourtant, j'en ai lu. Le thème, l'héroïne, c'est Magda Goebbels. Vous me direz, Magda Goebbels, on a déjà fait, mais là, pas du tout. Alors ça commence, elle est dans le bunker, tout s'écroule, on continue à jouer de la musique pour l'anniversaire, et puis là elle se rend compte, ce qui est terrible, c'est que elle se rend compte que l'homme pour qui elle a tout sacrifié, c'est-à-dire Hitler, elle le voit, et puis elle se rend compte qu'il a un charisme de vieillard, qu'il est devenu sénile, que tout son monde s'écroule, et puis elle va vous raconter sa vie, elle va raconter... Alors, c'est 2 histoires dans une, c'est-à-dire c'est un roman, mais c'est l'histoire de l'être, parce que cette femme, elle a quelque chose absolument abominable, c'est que en fait, c'est comment on dit, une petite fille qui est née d'adultère, donc elle a été recueillie par un homme, et cet homme, c'était un riche commerçant juif, et c'est grâce à lui qu'elle a pu suivre des études, aller dans les meilleures écoles, devenir une grande bourgeoise. C'est grâce à lui qu'elle a pu tourner autour du pouvoir, et puis arrive Hitler, et il faut choisir. Elle a honte d'avoir un père comme ça qui est juif, et elle va rien faire pour le sauver. Il va finir en camp de concentration, et c'est l'histoire des lettres qu'il lui écrit, et ces lettres, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a toujours un amour incroyable pour cette femme, et cette femme le repousse, mais c'est une femme, ça fait partie de ces femmes qui ont tout sacrifié pour être près de leur Dieu, parce que elle est complètement hypnotisée par Hitler, elle accepte toutes ses théories, et vous allez voir aussi, c'est quand même une histoire incroyable à l'intérieur de ça, son premier amour, en fait, c'était un sioniste, c'était un de ceux qui a été les plus actifs pour créer la nation, le pays d'Israël. Le problème, c'est que lui, il la méprise, c'est-à-dire qu'il l'aime un peu, mais il va se tirer. Elle a même été à des réunions, vous voyez, pour la création d'Israël, vous voyez, Magda Goebbels, hein, c'est-à-dire que si le type avait dit oui, elle le suivait en Israël, par dépit. Est-ce que c'est par dépit? C'est peut-être la psychanalyse à 2 balles, mais elle va se marier avec Goebbels, et comme par hasard, quelques années après, cet homme,
va être retrouvé assassiné sur une plage près de Jérusalem, enfin, en Israël. C'est quand même assez troublant. C'est un livre absolument fascinant. La couverture, je supporte pas ce genre de couverture, ça me fait fuir. C'est blanc, je sais pas, enfin c'est blanc et noir, voilà. Mais allez-y, pour moi ça a été, je m'en souviens encore, c'est vraiment, j'en lis beaucoup, et ça c'est comme, en fait, le bouquin de Toby Nathan qui s'appelle Qui a tué Toby Alzogorov, qui est vraiment un bouquin incroyable. Allez-y, c'est une des révélations de l'année dernière. Alors encore? Oh oui. Ah. Mon coup de cœur humour, Mauvaise mine, de Jonathan Munoz. Alors là, ça c'est vraiment top. Moi, pendant tout l'été, je l'ai fait lire à tout le monde. Ma famille, mes amis, j'en ai acheté des tonnes et des tonnes. Vous avez des amis? Et oui, ça quelques-uns. Et ils ont apprécié en plus. Et c'est vraiment super. Moi j'aime bien le dire que c'est au niveau de l'humour, c'est du harakiri. Très trash, mais super efficace. Un peu moins de nu peut-être, mais superbe. L'histoire de cette BD, c'est en fait un auteur de bande dessinée qui se demande s'il est relu par sa maison d'édition. Ce qui n'est pas vraiment sûr pour le coup. Et en fait, pour les provoquer, il va en fait aller dans le trash au fur et à mesure. Et plus il va aller dans le trash, plus sa maison d'édition va commencer à réagir. Et excellent. Franchement, Jonathan Munoz... le dessin est génial en plus. C'est génial. Surtout que c'est pour la fête des pères. C'est assez spécial. Oui. Jonathan Munoz en plus qu'on aura en dédicace à la boutique. Donc n'hésitez pas à venir et à faire plein de signatures. C'est vraiment super. Mon gros coup de cœur. Et d'ailleurs, il nous avait fait un léger bruit dans le moteur qui était vraiment... c'est génial ça. Mm. Ah oui, c'est lui qui a fait un léger bruit. Ah, j'avais adoré. On reconnaît un peu au niveau des visages. Exact, ouais. Super. C'est bon, là, je le montre comme ça pour le professionnel. Voilà. On suit ou... Oui, RIP, ça me va très bien. Là, en ce moment, j'ai pas RIP aux éditions Petit à Petit. Alors là, ça aussi, c'est assez spécial. C'est sombre, c'est décalé, c'est trash. Et en fait, on va suivre le quotidien en fait de gens qui nettoient les scènes de crime en fait. Enfin, pas forcément de crime, des scènes de meurtre, enfin de mort, tout simplement. Et en fait, c'est pas le métier le plus plaisant du monde. Ça, c'est clair. Ils sont tous en dépression. Quoi qu'ils sont pas dérangés par les... Ils sont quand même pas mal fliqués parce qu'en fait, c'est un boulot assez compliqué. On le découvre dans cette BD. Ils sont fliqués au quotidien. Et en même temps, c'est un peu normal parce que quand ils viennent en fait nettoyer les scènes de crime, ils doivent pas voler, ils sont souvent contrôlés, il y a quelqu'un derrière qui regarde tout ce qu'ils font. Et justement, on va suivre l'histoire de Derrick qui va en fait... Derrick, ouais. Qui va essayer de... C'est pas le même, hein. Enfin, si vous êtes très âgé comme moi, Derrick, c'est pas celui qui était à 14h. Je pense qu'il y a quelque chose. Il doit y avoir un certain hommage quelque part, je pense. D'accord. Mais voilà, super cool. Et voilà, et en fait, il va se retrouver en fait à voler une bague en fait. Et il va essayer de dissimuler son forfait. Et c'est très plaisant, mais magnifique à lire. C'est très plaisant. Voilà. Je continue. Je vais vous faire... Alors, c'est terrible de dire ce que... Alors déjà, elle s'appelle Olivia de Lamberterie, avec toutes mes sympathies, chez Stock, elle est journaliste. Donc comme j'attends beaucoup les journalistes qui écrivent, parce que vous voyez, souvent, on dit toujours que c'est tellement merveilleux, parce qu'ils ont plein de copains, que voilà, elle travaille à la télé, donc... j'étais un peu suspicieux. Bon, je dois reconnaître qu'elle écrit super bien, que c'est super bien. Enfin, franchement, j'ai lu son livre jusqu'au bout. Elle m'a un peu énervé au début, puisqu'elle dit qu'en fait, elle n'aime pas les livres qui sont trop... où il y a une histoire, où voilà, elle veut plutôt aller dans le haut de gamme, vous voyez, avec la littérature avec un grand L et tout. Je ne sais pas où elle le trouve en France actuellement, mais bon, voilà. Donc ça m'avait un petit peu énervé. Alors pour vous résumer, c'est un livre un peu tragique, enfin c'est même très tragique. C'est l'histoire de son frère qui se suicide. Elle raconte qui était ce frère. Déjà, avec beaucoup de tentatives de suicide. C'est très très émouvant, très... Voilà. Alors, je vais me faire huer, mais au bout de la 250e page, elle se répète un peu et on se dit, mais il va se tuer quand, quoi? Voyez-vous, il met du temps, hein. C'est un peu comme dans les opéras romantiques où le gars il est en train de se tuer dans Werther, il met 3 heures en chantant fort et en se disant je meurs, mais au bout de 3 heures vous vous endormez, mais lui il est toujours pas mort. Bon, alors c'est horrible ce que je viens de dire, vous l'oubliez bien sûr, mais franchement c'est un livre qui est touchant, qui est bien écrit et qui m'a surpris par la qualité de son style et tout, et donc je reconnais, mis à part que
ça a été un peu plus court, ça aurait été pas mal. Et puis c'est un peu, alors c'est un milieu très particulier, hein, c'est un milieu très parisien où il n'y a pas beaucoup de problèmes d'argent. Il y a, voilà, ça ne retire rien au problème parce que quand on a un malheur comme ça, enfin, on reste dans un milieu très, 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 voilà. Et puis, si elle avait pu écrire 10 pages de moins, bon, voilà. Mais vous pouvez y aller parce que c'est franchement, c'est vraiment, c'est une réussite. Alors, Négaloïde. Eh oui, Négaloïde, aux éditions Casterman de Vincent Pirot. Là, ça c'est mon gros coup de cœur SF. Dans le style, c'est du Mobius total. Pour voilà, un total hommage à Mobius. Ah oui, ça, tu m'étonnes. Ça se voit tout de suite. Ah Et oui. c'est vraiment efficace en plus. Ouais. Tout le monde n'est pas no Mobius, mais voilà, là ça a marché. Ah oui, c'est Moi beau, j'ai vraiment c'est beau. accroché. Ah oui, c'est beau. Et j'ose le dire en fait, en plus, au niveau du scénar, bah ça vaut du Asimov en fait. Parce que voilà, ça aussi, ça c'est magnifique. Si vous êtes comme moi et que vous lisez que Musso, Asimov, c'est un écrivain de science-fiction. Exactement. Une référence. Voilà. Beaucoup sur l'intelligence artificielle, Voilà. sur les machines, et c'est ce qu'on retrouve en fait Ah oui, dans c'est Stop. magnifique ça. Voilà. Et Très, très beau, Moi hein. franchement, j'ai Ouais. adoré. Avec Et ça se lit vraiment en une seule C'est soirée. superbe. J'ai dévoré, j'ai pas pu m'arrêter. Ah oui, c'est le genre, on peut faire des posters, enfin, Ouais. ouais, c'est vraiment des œuvres d'art. Et Chaque, puis dans la BD, les doubles splash comme ça, c'est assez rare. Des doubles double splash, c'est quand en fait on a l'image en 2 pages. Ah oui, une page double quoi. Exactement. Ouais. Un double splash qui est d'habitude en fait plus réservé à l'univers du comics. Et là, je trouve ça super bien Non mais qu'il c'est le fasse en magnifique, BD. hein, Ouais, franchement. Ah oui, très très beau. Non, non, faut reconnaître. Et voilà, Asimovien au niveau du scénario. On va avoir des machines, on va avoir l'humanité en fait qui va être presque redevenue à l'âge de pierre. Ils vont élever des dinosaures. Bon, c'est un peu étrange, mais on accroche tout de suite. Et voilà. Et ces machines en fait contrôlent l'eau et donc contrôlent le monde. Et on va suivre en fait un jeune berger qui élève bien sûr des dinosaures et qui va avoir il va perdre son troupeau. Il va ne pas savoir pourquoi. Il va commencer à faire une enquête et ça va en fait l'amener en fait à découvrir vraiment les fondements de sa société et le pourquoi du comment et comment faire pour changer et franchement superbe. C'est pas chiant. Non, non, c'est D'accord. super bien. C'est vraiment un livre d'aventure, voilà, quoi. Ouais. moi je l'ai fait lire à plein de gens, j'ai eu des retours super positifs. Ça plaît aux jeunes, aux vieux, à tout le monde. Et voilà, bah, n'hésitez pas, Négaloïde, c'est vraiment mon gros coup de cœur. En tout cas, le dessin est sublime. Ouais. Je vais vous reparler de. Alors, parmi ces 2 événements de la rentrée, hein, ces 2 événements et ces 2 livres qui n'auront pas de prix parce que, pour ainsi dire, ils ne sont pas sur la liste des prix. Ce qui est normal quand on connaît, enfin, relativement la façon dont est choisi. En plus, alors là, je vais faire des magots et tout, mais en plus, ça se lit agréablement. Donc, pour être dans un prix, si vous vous rappelez le prix Goncourt l'année dernière, c'était bon, je sais pas ce qu'il avait de Goncourt, mais il aurait dû. C'était un bon livre, mais pas pour. Voilà. Bon, je viens de me faire des amis. Alors, il vient de paraître. Alors, ça, c'est. Alors ça a été incroyable. Je l'ai reçu cet été, vers le mois de juillet. Il se battait pour le lire et tout le monde était fasciné par ce bouquin. Ça s'appelle Khalil de Yasmina Khadra chez Julliard. Et là, on retrouve le Khadra de l'attentat. Vous voyez, parce que alors il s'était dit qu'il ne parlerait plus de violence, qu'il ferait plus de. Mais après les attentats et tout ça, il se l'est pris en plein le cœur et puis il pouvait pas rester comme ça. Et donc il vous donne un roman dans lequel c'est. Alors vous avez. C'est les attentats du 11 novembre, non, c'était quoi, 13 novembre, où il y a ces jeunes Belges, entre autres, qui partent de Bruxelles pour aller se faire sauter au parc des Stade de France et ainsi de suite. Et donc il y en a un là-dedans qui a sa ceinture d'explosifs, qui s'appelle Khalil, et le problème c'est que sa ceinture elle saute pas. Donc ils sont tous morts sauf lui, et c'est il se sent responsable, il est mal dans sa tête parce que lui il veut mourir absolument parce que ça cause. Et ce livre est très très fort parce qu'il vous plonge dans le psychique de ce qu'est un terroriste, un jeune terroriste, et il vous explique pourquoi il est terroriste. Mais dans le quotidien, c'est pas des grandes théories comme ça. Et alors il y a des fois c'est absolument troublant parce que ces explications ça vous touche, quoi. Je veux dire, quelque part, vous comprenez, c'est-à-dire quand Khadra vous dit qu'il se sent rejeté, qu'il le dit beaucoup plus subtilement, et vous dites qu'au quotidien, vous comprenez peut-être pourquoi le gamin, il l'a penché comme ça. C'est très très fort, c'est pas des bagots, c'est pas gratuitement dur en plus. Voilà, je peux pas vous expliquer parce que en fait tout est dans le style, tout est dans la manière d'analyser les personnages. C'est vous comprenez absolument, enfin vous essayez comme l'auteur de comprendre pourquoi
un gamin est prêt à se faire exploser alors qu'il a toute la vie devant soi, selon vous et pas selon lui. Ça s'appelle Khalil de Yasmina Khadra. Alors ça, pour moi, c'est un des incontournables, franchement, de la rentrée. Je le pique celui-là. Voilà. Pique celui-là. Et puis il y a Serge Joncourt, Chien-loup, chez Flammarion. Alors ça, il y a des évidences comme ça, il y a des livres, vous dites, bon voilà, ça va être un succès énorme. Et il n'est pas non plus sur la liste des concours, tout ça. Alors il y aura peut-être un autre prix, j'en sais rien, mais c'est pas très très grave parce que je pense que tous les libraires l'ont plus ou moins choisi. C'est l'histoire. Alors, Serge Joncourt, c'est un raconteur d'histoire. Ça, c'est génial parce que pour moi, un livre, c'est déjà quelqu'un qui raconte une histoire. Sinon, ça s'appelle un emmerdement. Enfin, on s'emmerde, quoi. Et ces deux personnages. Alors, c'est deux personnages, un mari et une femme. Une jeune femme qui vient d'échapper à un cancer. Elle l'a vaincu apparemment. Et puis, elle décide de respirer et puis de louer une maison dans le Triangle Noir, enfin le Périgord Noir. C'est un endroit dans le Périgord qui est très particulier parce qu'on ne reçoit pas la Wi-Fi, enfin c'est loin de tout, voyez. Et puis vous avez son mari qui est producteur, mais plutôt à l'ancienne, plutôt classique, mais bien, voilà. Et mais dans sa boîte, il y a deux jeunes loups qui eux sont genre Netflix, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour gagner du fric. Quoique Netflix, ça peut aussi être de qualité. Mais là, bon voilà, on sent qu'il y a une opposition et sa place dans la société est en danger. Et lui, il se retrouve dans cet endroit où il n'y a pas de Wi-Fi. Et alors là, vous allez voir l'addict du Wi-Fi parce qu'il joue un peu sa carrière et puis pas faire autrement. Il faut avoir vous voyez, il faut des barres. Et là, alors il va grimper aux arbres, il va être à les ronces. Enfin, c'est une horreur pour lui. Et puis dans ce paysage, il voit un jour deux yeux. Et alors là, il est terrorisé. C'est comme moi quand il y a de l'herbe et tout, la nuit, perdu dans la campagne. Vous voyez, c'est le chien-loup et tout. Et vous allez voir une histoire absolument extraordinaire entre cet homme, ce chien-loup, puisque je vous dis pas, ça fait partie de l'histoire. C'est un très beau rapport aussi entre les animaux et les hommes. Et puis il y a en parallèle l'histoire de ce même village dans les années 14, en 1914, pendant les premières années de la guerre, l'importance des femmes. Vous allez voir ce loup, le rapport entre les deux. Bon, il n'y a pas de mots pour raconter ce genre de bouquin parce que c'est vraiment une histoire, il y a plein de choses dedans. Et ça s'appelle Chien-loup de Serge Joncourt. Alors ça, c'est vraiment un de nos chouchous. J'en ai déjà parlé partout, mais j'ai adoré. Puis on va pas, parce que là, ça fait quand même longtemps. Vous en avez d'autres ou pas? Non, moi ça va. Ah, ça va. Tant mieux, parce que j'avais pas décidé à vous laisser parler. Donc ça, c'est mouche. Alors ça, j'ai adoré. Je l'ai filé. Enfin, je l'ai prêté à Philippe Charlier. Vous savez, le monsieur qui médecin légiste. Enfin, tout ça. Et il a complètement craqué sur le livre. Ça s'appelle Clélia Renucci. Ça s'appelle Concours pour le paradis. C'est chez Albin Michel. Les enfants, c'est alors. On est à Venise, XVIe siècle, il y a le palais des Doges qui brûle. Il y a dans la plus grande pièce du palais, il y a une fresque énorme qui est à refaire. Il y a un concours, ça s'appelle sur cette fresque, la commande ça doit être le paradis. Et là, vous avez deux peintres absolument qui vont se battre pour obtenir cette commande. Alors, vous avez le classique. Alors, c'est ça parce que j'oublie toujours. Alors, le classique, c'est Tintoret. Alors, il est près du pouvoir. Vous voyez, c'est genre, mais beaucoup de talent. Attention, c'est de génie. Donc, et puis vous avez Véronèse. Alors, lui, c'est les femmes, voilà, le sexe, la bouffe. Il adore ça. Il va dans les fêtes et tout. Mais il n'est pas con non plus. C'est un ambitieux aussi de tous les moments. Et c'est la bataille de ces deux hommes pour avoir cette commande. Mais c'est surtout Venise. Alors Venise, c'est pas que les gondoles comme Sheila et Ringo. C'est l'ambition, la mort, la mort, la maladie, la colère, le désespoir, la jalousie, mais l'amour aussi. Il y a plein de choses. Vous ne reverrez plus Venise de la même manière. Et puis en plus, vous allez vous précipiter parce que j'allais au palais des Doges et puis j'avais pas. Enfin, je suis tout petit, comme le plafond était très haut, j'ai pas tout vu, mais donc j'ai décidé de retourner à Venise pour aller voir. C'est beau comme la couverture, ça se lit comme un livre d'aventure. Vous allez voir qui va gagner la commande, puis vous allez voir, c'est plein d'amour, c'est comme une série. Je verrais bien une série sur Netflix en plusieurs épisodes sur ça serait absolument génial. J'espère que ce premier Facebook Live qui a été un peu speed parce qu'on a eu des problèmes techniques et qui aurait dû être plus mais ça va, voilà. Et vous a plu, il va vous aider. Puis si vous avez des problèmes ou des questions, vous nous envoyez un petit mail et puis on vous répondra. Bon là, donc peut-être là dans 15 jours, parce qu'on est âgé et qu'il faut maintenant on se repose. Et puis Thomas vous retrouvera d'autres BD, d'autres mangas, d'autres trucs de SF. Et puis vous venez à la Griffe Noire, il y a plein de... Il a un rayon SF et BD
et science-fiction et manga absolument hors du commun. À bientôt. Au revoir.